paradoxe le plus grand, c'est que contre Dilma, il n'y a pas un seul fait sur sa probité personnelle ou son enrichissement illicite. Il n'y a rien contre elle. Pour faire ce vote, il a fallu faire appel à la notion de transgression à des normes fiscales, c'est-à-dire de ne pas avoir respecté la loi de finances qui prévoyait certains budgets. Bon, d'abord, il y a une grosse discussion à ce propos, et d'autre part, tous les présidents précédents, y compris Cardozo, ont fait ça. Donc ça ne constituait pas proprement un crime. Par contre, à l'opposé, celui qui a présidé à cette séance de la Chambre des députés, Eduardo Cunha, c'est un député de Rio de Janeiro contre qui pèsent des accusations extrêmement fortes de corruption. Et aujourd'hui, il y a deux camps. Deux camps qui nomment l'acte même d'une façon différente. Le camp de Dilma nomme cet acte comme un coup d'État, et faisant référence à toute une histoire brésilienne où il y a eu des coups d'État et des tentatives de coups d'État. L'autre va, au contraire, parler de ça comme une espèce d'émancipation et quelque chose qui permet au Brésil de se développer. Je pense que jusqu'aujourd'hui, il y a d'abord une interrogation forte, c'est-à-dire comment cette articulation a été faite entre une partie du judiciaire, la grande presse et des forces politiques. C'est une alliance entre des juges et des procureurs qui commencent à faire des procès pour examiner des affaires de corruption. Techniquement, ça a été fait d'une façon telle qu'il a commencé à pouvoir emprisonner les grands dirigeants des très grandes entreprises des travaux publics brésiliennes de projection internationale. Et la conviction qu'il y avait un processus de corruption qui gangrenait en quelque sorte l'État brésilien et la société brésilienne est devenue quelque chose de monnaie courante. Donc on voyait une espèce d'opposition au gouvernement construite aussi à travers l'opinion publique, à travers les organes de presse. Et c'est à ces moments-là aussi que et les juristes, et les intellectuels, et les journalistes ont commencé à voir qu'il y avait quelque chose qui clochait. C'est-à-dire des délations allaient aussi dans le camp du parti des Cardozo et surtout dans le camp de la droite. Les affaires de corruption, là, sont même plus importantes que celles qui avaient lieu dans certains coins avec le PT et tout ça, mais n'étaient jamais examinées. Il y a une écoute, des écoutes de la présidence de la République, et presque le même jour ou le lendemain, on édite les écoutes et on fait apparaître dans la télé, dans la radio et dans la presse. Or, c'est là où c'était très clair quand même qu'il y avait une conjonction entre des juges, des procureurs et la presse qui allait bien au-delà de ce qu'on attend comme divulgation des pièces problématiques. Ce qu'on a vu au mois de mars, c'était effectivement une mobilisation des deux camps très forte et des affrontements très forts. Dans tout ce processus, et surtout dans la structuration, la composition sociologique des deux camps, il y a eu une espèce de structuration de classe assez forte, mais surtout, c'était bien moins la mise en accusation de la corruption, qu'on savait qu'il y avait une ampleur beaucoup plus générale, que l'accusation aux politiques sociales et au fait que la hiérarchie, c'est-à-dire les distances sociales, pouvaient diminuer. Et ça fixe pour le long terme de la vie politique brésilienne une idée que chaque fois qu'une force politique perd, elle peut, avant que le mandat se termine, peut avoir recours à tout genre de ruse institutionnelle pour essayer d'évincer son adversaire. Donc ça provoque une espèce d'instabilité longue et qui a toujours été, si on examine le Brésil depuis 1950 jusqu'à maintenant,
qui n'est pas du tout favorable à un pronostic d'une stabilisation d'institutions et des pratiques démocratiques.